Alors, on va prendre notre deuxième invité. Il s'agit de Maître Bob Ongoï, Mujinga, analyste politique indépendant, mais aussi avocat. C'est bien cela? Exactement. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que vous étiez informé que les pourparlers qui devraient démarrer aujourd'hui à Luanda, sous l'égide du médiateur angolais, le président João Lourenço, n'ont pas eu lieu, d'après les informations qui sont en notre possession. La partie congolaise qui a quand même répondu à l'invitation, on a suivi le communiqué du M23 hier, disant que suite aux sanctions du M23, il n'est pas question de prendre part à ces assises. Est-ce que c'est déjà mal parti? Bon, mais tout dépend de l'appréhension qu'on en fait. C'est-à-dire, lorsque vous recevez cette nouvelle, des premières vues, vous aurez comme l'impression que c'est négatif. Mais d'un autre côté, ça montre la position délicate dans laquelle se trouve le M23 aujourd'hui. Beaucoup disaient, ou disaient il y a quelques jours, que le chef de l'État est allé dans ces négociations en retard. Bon, moi, je ne suis pas très favorable à cette position, celle qui dit que le chef de l'État était allé dans ces négociations en retard. Oui. Plutôt, le chef de l'État savait, depuis le début, à quoi servirait d'entrer dans des négociations, selon mon analyse à moi, à quoi servirait d'entrer dans des négociations en position de faiblesse? En position de faiblesse, c'est-à-dire quoi? Une armée qui avance, des agresseurs qui avancent, une armée qui boite à se tenir debout, malgré certains efforts qui sont fournis, nous constatons tous que notre armée peine à contenir l'ennemi. Alors face à ça, beaucoup estimaient que c'était le bon moment en son temps pour que les chefs de l'État aillent en négociation en vue de stopper cette progression. Pensez-vous que nous y sommes allés aujourd'hui tardivement? Non, non, mais ce n'est pas tardivement. C'est pour ça que j'y arrive en disant que le chef de l'État savait qu'en y allant en ce moment-là, avant même la chute des Goma ou après la chute des Goma, on irait dans des négociations où nous sommes en position de faiblesse et au point d'accepter tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi il fallait d'abord avoir dans sa vestiaire quelque chose à présenter en contrepoids. Voici. Et cette chose, c'est quoi? Il y a eu des efforts diplomatiques qui avaient été fournis. Efforts diplomatiques qui ont quand même produit tant bien que mal certains fruits, au tout du moins, je vous rappelle un début d'éléments. Je vous rappelle quand même une chose, c'est que ces négociations arrivent après qu'on ait perdu quand même beaucoup de compatriotes. Oui, mais c'est le prix à payer, c'est la guerre, il doit y avoir des morts, on n'en est pas content, mais à un moment ou à un autre, il faudrait que ça arrive pour que la solution tombe finalement. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que les chefs de l'État, ayant accumulé dans sa vestiaire quelques victoires diplomatiques, en termes de condamnation claire du Rwanda, par l'ONU, cette fois-ci, à travers une résolution de cette institution, et non seulement ça, d'autres pays qui, au départ, étaient connus comme étant alliés, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres, qui finançaient le Rwanda ou l'armée rwandaise, ont ressorti certaines sanctions contre le Rwanda. Je reviens à ce que je disais, pour ne pas m'égarer. Allez-y. C'est pour dire que ici, le chef de l'État a quelque chose à montrer. Pire encore, ou pour conforter sa position, à la veille de cette rencontre, l'Union européenne, comme si c'était à dessein, sanctionne à nouveau les auteurs phares de cette mésaventure du M23. Alors cela fait ressortir dans une certaine mesure le fait de dire, n'est-ce pas un coup de balai, un coup de pression de la communauté internationale oui. mise sur les Rwandais. Alors de ce point de vue, moi je vois ça comme... Je vois dans, cette rénonciation, je dirais même pas rénonciation, cette absence du M23 temporaire, soyez rassurés, parce qu'ils n'auront pas d'autre choix que de venir. Parce que le fait pour eux de ne pas venir fait d'eux des gens qui ne veulent pas la paix. Et de ce point de vue, la République démocratique du Congo, qui de tout temps était dans une posture du refus du dialogue avec le M23, aujourd'hui était présente. Mais avec l'absence de ces M23, ça voudrait dire que la République démocratique du Congo, il sort un peu grand. Vous pensez que le médiateur a un rôle maintenant à jouer face à cette situation difficile où une autre partie ne s'est pas présentée sur la table des négociations? Quel peut être le rôle du médiateur? Non, le médiateur n'aura pas d'autre choix que de pousser les autres à venir. Moi, je crois qu'il n'aura même pas assez de mal. Pourquoi? Parce que les autres comprennent, ils sont intelligents. Ils comprennent que jusqu'ici... Mais les autres disent que tant que ces sanctions de l'Union européenne vont demeurer,
ils n'iront pas à Luanda. Ah, mais la conséquence sera quoi? C'est que, de ce point de vue, la République démocratique du Congo sortira grande de ces négociations. Parce que jusqu'ici, on pousse les uns et les autres à la négociation. La République est là. Elle est d'accord à négocier. Ceux qui refusent à négocier, c'est sans même les agresseurs. Ça va conforter l'argumentation de la République démocratique du Congo dans son rôle diplomatique au niveau international. Pour dire, ces belligérants qui, autrefois, se disaient favorables à la négociation et à la discussion, aujourd'hui sont ceux qui sont contre. Et de ce point de vue, nous risquons d'avoir encore plus de sanctions sur le M23 et même son parrain, le Rwanda, et qui va pousser ces autres. Moi, je crois qu'il n'y a même pas à s'inquiéter. Ils reviendront à la table des négociations. Il y a encore des chances. Il y a encore des chances. Parce qu'au départ, c'était la RDC qui refusait. Aujourd'hui, ceux qui disaient être favorables, et ce n'est pas de la faute de la RDC s'ils ont reçu de sanctions sur la tête. Alors, vous dites que la RDC refusait. D'où est venue cette volte-face pour qu'aujourd'hui vous vous retrouviez dans un dialogue direct avec les M23? D'où est venue cette volte-face? Volte-face? Parce que le président était intransigeant jusqu'à la dernière réunion avec sa famille politique, l'Union Sacrée. Oui. Il avait dit qu'il ne peut pas négocier avec les pantins. Bon, je crois que ne jamais dire jamais, c'est un principe. Et moi, je crois que depuis le début, je me disais que toute guerre finit par des négociations. Et que la position radicale du chef de l'État n'était pas très favorable pour l'évolution du dossier. Et donc, déjà quand il disait jamais, nous savions que nous avions en face. Moi, je crois que c'était peut-être un moyen diplomatique de sa part pour gagner du temps et ne pas perdre la face au regard des uns et des autres en attendant d'obtenir un argument à donner en contrepoids face au Rwanda. Ouais. Et cet argument, c'est ce revers des sanctions. Parce que désormais, quand le M23 viendra, ils comprendront que si on ne fait pas bien ou si on veut aller dans une position dure, on recevra à nouveau des sanctions plus sévères que ceux que nous avions reçus. Ce qui ne sera pas très favorable. Alors, de ce point de vue, le chef de l'État, moi, si on dit volte-face, oui, d'accord. Moi, je n'étais pas très d'accord avec sa position dure, ferme, en disant jamais. Ça, c'était une position à décourager. Et à ce niveau de responsabilité, il faut plus utiliser, à mon avis. Il avait ses raisons. Il avait ses raisons. S'il explique que c'était peut-être dans le sens d'un langage qui paraît ferme, en vue de pousser les uns et les autres à réagir, tant mieux. Mais si c'était un langage qui peut aller dans le sens de volte-face, je crois que ça peut lui servir cette fois-ci, entre guillemets, de leçon pour que la prochaine fois, qu'il ne revienne plus dans le concept jamais. Mais tout compte fait, l'essentiel c'est quoi? C'est plutôt ce qu'il en ressort. Parce qu'il pouvait bien dire jamais, s'il était allé en son temps vers ces négociations, soyez sûr que rien de bon n'allait en ressortir. Mais aujourd'hui, la position de la RDC paraît beaucoup plus favorable à l'évolution de la situation. Est-ce que l'attitude du M23 peut être considérée comme un manque de bonne foi? Une expression de la frustration. Parce que jusqu'ici, le M23 se disait être en bonne posture afin de négocier et mettre en mal la République démocratique du Congo. Mais en ce moment, avec tout ce qui vient de tomber, ça montre qu'il y a quand même un malaise. Ça montre que ça fait mal. C'est-à-dire, un peu plus de mal à qui? Au M23 et à ses parrains. Parce que si tout allait bien, si ces sanctions n'avaient aucune importance, pourquoi ils seraient aussi fâchés? Pourquoi ils exigeraient la levée de ces sanctions? Donc c'est parce qu'on se réalise finalement que ce coup de pression qui n'est qu'à son niveau, à son premier niveau, fait quand même un peu plus mal aux uns et aux autres. Mais au milieu de tout ça, ce qui est plus étonnant, c'est la position de la classe politique. Une position que moi je qualifie d'ambiguë. Mais vous verrez que d'un côté, avec le départ des uns et des autres, il y a déjà ce soir les opposants qui se disent être à l'écart de ce processus. Oui, oui. D'abord, quelle est votre réaction sur les réactions des uns et des autres, les leaders de l'opposition? Il y en a qui sont pour ce dialogue, il y en a qui sont contre, notamment le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui n'est pas pour ce dialogue. Martin Fayulu, je pense qu'il est pour. Le PPRD n'est pas pour ce dialogue. Moïse Katumbi est pour. Comment vous jugez la position des uns et des autres? Je crois que ceux qui sont contre ces dialogues sont minoritaires. Notamment le professeur Mukwege, il est contre ce dialogue. Mais qu'est-ce qu'il propose? Il y a notre armée qui boite. Je crois qu'il a proposé un sommet international. Un sommet international qui ne donnera rien. Si une résolution des Nations Unies ne change rien, qu'est-ce que vous voulez? On peut avoir une position dure quand vous avez un contrepoids à présenter. L'armée a peine à contenir l'ennemi. L'ennemi avance
pour ne pas dire très facilement. Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Sauter sur la première bonne occasion qui permet à ce qu'on évolue. Moi, je crois plutôt que le problème serait dans un autre sens, dans le sens de dire qu'il faudrait bien circonscrire ou élargir cette discussion, puisqu'elle est présentée comme étant une discussion entre le gouvernement congolais et d'autres Congolais du M23, même si ça peut porter à débat. On peut longtemps discuter là-dessus pour dire... élargir, vous voulez que d'autres acteurs soient impliqués? D'autres acteurs soient impliqués. D'autres acteurs congolais en priorité, parce qu'on peut tout dire, mais ça saute aux yeux. Comme qui? La société civile? La société civile, l'opposition et bien d'autres, parce qu'aujourd'hui, l'opposition en majorité est favorable, même quand vous suivez la déclaration de Joseph Kabila. En grande partie, on lit sa position qui est favorable au dialogue. Il s'ouvre à ça. Il a semblé se dire, bon voilà, il a même dit que les revendications du M23 étaient légitimes. Ça peut porter à débat. Mais au moins, je ressors seulement, en lisant les lignes, qu'il n'était pas du tout contre ces dialogues. Mais maintenant, il faut que ces dialogues soient élargis. Il y a un élément que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a ressorti qui m'a intéressé personnellement. Il a évoqué le fait de la légitimité après les élections. Mais ça ne doit pas être pris à la légère. C'est une question très importante, pour ne pas dire que, selon moi, c'est même le début de la vraie guerre à l'Est. Parce que tout ce qui se passait y allait avec une certaine dimension. Voilà pourquoi par rapport à cette autre dimension, il faudrait qu'à un moment donné, que les Congolais, de manière générale, puissent s'asseoir, parce que je crois que ces élections où M. Kadima était le déclencheur de la fin des accords de l'accord de Sun City. Vous verrez que le pacte républicain qui nous a aidés jusqu'alors, parti de 2001, vous verrez que jusqu'ici, permettez-moi. Monsieur Bob, on ne va pas aller très loin, sinon on risque de faire de l'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Oui. Ici, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ressort de ces élections chaotiques que beaucoup de gens déplorent, tant de l'opposition comme beaucoup de la majorité. Et que de ce point de vue, ça a créé des frustrations. Frustrations, vous suivrez Corneille Nangaa dans sa dernière déclaration, qui disait qu'il n'était pas favorable à ces élections. Donc, dans son argumentation, il y a le fait que ces élections étaient chaotiques. Voilà pourquoi il n'y a pas d'amalgame. Parce que, dans l'argumentation de Corneille Nangaa, il y a le fait que ces élections étaient chaotiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si nous partons de ce contexte-là, c'est-à-dire qu'il remet en cause une certaine légitimité du pouvoir en place. Et il n'est pas le seul à le faire. Il y a beaucoup d'autres au sein de la classe politique qui le font, tant de l'opposition comme certains de la majorité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une voie de sortie dans ce cas-là. Et cette voie de sortie sera trouvée comment? En mettant ensemble, parce que si on discutait aujourd'hui avec le M23 seulement, soyez sûr que demain ou le lendemain, le M23 s'éteindra, mais il y aura un nouveau mouvement. Il va renaître parce qu'il y a beaucoup de grilles. C'est une réalité. Vous ne soyez pas prophète de malheur quand vous dites qu'il y aura un nouveau mouvement. Je suis réaliste en tant qu'analyste qui voit les choses comme elles sont. Oui. Il n'est pas question d'être prophète des malheurs. Alors croyez-vous en ces négociations? Si jamais les M23 ou le médiateur réussit à faire venir les M23, est-ce que vous y croyez? Parce que je vous sens un peu pessimiste. Non, mais j'y crois. Le médiateur fera revenir... Là, je parle des résultats. Hein? Oui. L'impact de ce dialogue, si jamais ça a lieu, sur la crise sécuritaire. Oui, mais l'impact de ce dialogue sur la crise sécuritaire, il y aura un certain impact. En ce sens que, au mieux, tout dépendra maintenant des discussions des uns et des autres. Ça ne sera pas un dialogue facile. Parce que le M23 présentera son cahier des charges. Il faudra se poser la question si Kinshasa acceptera cela. Justement, voilà pourquoi ça ne sera pas facile. Mais comme tout dialogue, on part toujours d'une position très négative en trouvant des positions plus favorables. Je crois que d'ailleurs, dans ce cas ici, très bien. Il y aura toujours un accord qui sera trouvé. Mais de là, aller à dire que cet accord risque de totalement changer le paysage sécuritaire dans la partie Est, moi je crois que ça ne suffira pas. Parce que vous voyez déjà des opposants s'élever, dire que nous nous sentons mis à l'écart de ce dialogue. Ça sera plus ça ne doit pas ressembler à un dialogue entre le gouvernement et le M23. Ben, le gouvernement en tant que représentant de la RDC, d'accord. Mais il y a d'autres aigris. Parce que ici, moi je vois cette histoire de l'Est comme étant une guerre des aigris. Et que de ce point de vue, il faut associer les uns et les autres de telle sorte qu'il y ait une solution globale à trouver. Guerre des aigris, qui qualifiez-vous des grilles? Si j'en crois les dires des uns et des autres, ils ont dans leur
agenda le fait de dire, ceux qui se réclament être congolais, je ne suis pas leur porte-parole, mais ils disent quand même qu'ils ont des réclamations, ils évoquent notamment la mauvaise gouvernance, ils réclament ceci, ils réclament cela. Alors de ce point de vue, il est temps de mettre les uns et les autres autour d'une table pour pouvoir... C'est pour ça que c'est l'occasion pour moi ici de soutenir la démarche de l'Église catholique. L'Église catholique qui a présenté des arguments qui, à mon avis, devraient être suivis. Parce qu'on refuse la proposition de l'Église catholique, on retourne vers Lorenzo. L'Église catholique aussi, qui sera à la base ou à l'origine d'un prochain dialogue. À la base ou à l'origine d'un prochain dialogue, dès lors que ce prochain dialogue est utile, parce qu'on peut tout dire, le M23 n'est pas le seul problème des Congolais. Le M23, d'accord, c'est un problème sécuritaire qui prime sur les autres, mais à la fin, il faudrait résoudre un autre problème. Et cet autre problème, c'est cette histoire de légitimité qui semble être évoquée par tout le monde, notamment par l'ex-chef de l'État. Alors, monsieur Bob Ngoyi Mujinga, je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant. J'aimerais qu'on parle de ce gouvernement d'union nationale qui tarde encore à être publié, dont a parlé le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que ça sera l'alternative idéale pour endiguer la crise? L'alternative, tout dépend de comment on s'y prend. Une idée peut être bonne au départ, mais dans la manière de s'y prendre, si on venait à le faire mal, ça peut se retourner contre nous. Donc c'est toujours louable. Vous verrez que depuis 1960 à ces jours, le Congo est un pays de consensus. Toutes les crises ont été résolues par un dialogue entre les uns et les autres, et celle-ci était sortie. Mais tout dépend du format et des différentes considérations. Je dirais même plus tous les conflits au monde entier. Hein? Tous les conflits au monde entier, bien d'accord. Quasiment. Ouais. Dans tous les cas, en ce qui concerne notre pays, tous les conflits observés ont été résolus par le dialogue. Oui. Et de ce point de vue, s'il faut continuer avec ces gouvernements, parce que dans tout ça, vous comprendrez que à l'origine de toute cette crispation, tant politique et sécuritaire, il y a également une mauvaise gouvernance qui est décriée. Mauvaise gouvernance qui porte sur les choix des gens que nous mettons au gouvernement, sur la manière de traiter ceux qui n'agissent pas correctement face aux lois de la République. Je fais ici allusion aux amis d'eux qui détournent et qui sont protégés. Et que de ce point de vue, s'il faut parler du prochain gouvernement, il ne faudrait pas que ce soit une histoire où on veut satisfaire les uns quand on a une certaine majorité qui soutient. Et puis vous vous attendez à quoi? Ou quelles sont vos recommandations au président de la République en termes du profil ou du critère dont il doit tenir compte? Le président de la République doit essayer de mettre tout le monde à la table, même le FCC. Tout le monde. Il doit arriver. Moi, je suis contre sa position de tacler Joseph Kabila à tout bout de champ. Et je crois que d'ailleurs, c'est contre-productif. Au moment où nous prenons la cohésion nationale, Joseph Kabila a toute une justière derrière lui. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Si vous pensez qu'en les taclant publiquement ou en l'écartant de ces négociations... Et c'est un ancien président de la République. Oui, ça va résoudre le problème, mais c'est une erreur majeure. Parce qu'il reste un acteur politique incontournable de ce pays. Et que de ce point de vue, s'il faut obtenir quelque chose, il faut ramener autour de la table le plus grand nombre possible des acteurs politiques. Et les plus grands. Et il s'agit ici, je fais allusion à Joseph Kabila, je fais allusion à Moïse Katumbi, à Martin Fayoulou, et à tous ces gens-là. Encore faut-il qu'ils acceptent de venir. Bon, dans tous les cas. Parce qu'on peut leur lancer l'appel, mais ils déclinent l'offre. Non, mais ils peuvent décliner l'offre quand le format n'est pas bon. Moi, je ne vois pas l'ex-chef d'État, Joseph Kabila, refuser des dialogues qui peuvent aller dans le bon sens pour aider notre pays. Mais dès lors que le format reste douteux, oui, avec des agendas cachés, ne soyez pas surpris qu'il refuse. Mais quand tout est clair et que c'est réellement pour le bien de notre pays, je ne le vois pas refuser. Je ne vois pas Moïse Katumbi refuser. Je ne vois pas les uns et les autres. Donc tout est question du cadre. Il faudrait qu'on arrive désormais à mettre les choses sur table, à discuter les choses de manière claire. Je disais ici, sur ce plateau de votre média, oui, que le fait de discuter à tout moment de la révision constitutionnelle devait créer d'autres problèmes des uns et des autres. Vous verrez que je crois que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et de ce point de vue, vous constaterez que même dans les futures négociations, ce serait une question à mettre de côté. Sinon, ne soyez pas surpris de voir que les uns et les autres ne viendront pas. Alors on va faire une histoire, un gouvernement qui ressemblera, on va prendre les Mosito, qui se déclarent favorables, on va prendre ceci et cela, et au bout du compte, vous verrez que les mêmes causes produisant les mêmes effets,
on n'aura pas résolu le problème réel, le problème majeur de notre pays. À quand finalement ce gouvernement, parce que ça tarde? Est-ce que vous avez les informations? Bon, mais ça tarde à venir. À quand? Je crois que... Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont les tractations? Je crois que le président avait confié la charge à l'un de ses conseillers, à l'instar de Désiré Cachemire, oui, si j'ai bonne mémoire, pour mener ces tractations. Est-ce que ces tractations sont toujours en cours? Ces tractations sont en cours. Les uns et les autres se déclarent favorables. Mais le problème, c'est que ceux qui se déclarent favorables à ce jour sont moins nombreux que la majorité des gens qu'on voudrait voir intégrer le gouvernement pour décrisper la situation. Pourquoi est-ce que ces autres résistent? Parce que le cadre tel que proposé, ce serait comme une union sacrée bis. Or, ce n'est pas ça la solution pour ce problème. Et que pour cela, il est question d'agenda. Il est question d'intéresser les Congolais et leur faire voir ce qui sera utile. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille faire du verbiage. On s'assoit, on discute des mêmes choses, objectifs, on se partage le pouvoir et les uns et les autres partent. Si, à la base, on met des clauses pour résoudre les problèmes majeurs de notre pays, à ce moment, ça peut intéresser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les opposants se disent, en majorité, se disent non partant de ce dialogue. Ce n'est pas par mauvaise foi. C'est parce que ce qui est mis sur la table, ce qui est présenté, n'est pas favorable. Doit-on revenir dans un gouvernement où on aura des populistes qui viendront à nouveau s'associer à ça et tout ça, c'est pas utile. En parlant des populistes, c'est un petit... Doit-on revenir dans un gouvernement pléthorique avec beaucoup de gens aussi? Bon, dès lors que beaucoup de gens, c'est pas ça la question. Mais plutôt, qui sont dans ce gouvernement? Parce qu'il y a de ces gens qui peuvent résoudre les problèmes. Question pertinente. Voilà, tout part de la pertinence des uns et des autres. Le nombre, oui d'accord, il faut les réduire à un moment. On peut avoir un nombre très grand, mais dès lors qu'on prend des mesures pour réduire les trains de vie des institutions, oui, je crois que ça ne sera pas défavorable. C'est défavorable quand on garde à l'esprit le train de vie actuel des uns et des autres. Mais s'il faudrait, dans une certaine mesure, réduire ces trains de vie des uns et des autres, je crois que ça ne sera pas toujours dommage de pouvoir envisager un gouvernement dans ce sens-là. Comment voyez-vous la RDC dans 10 ans, dans 20 ans? Parce que les guerres, c'est quand même depuis beaucoup d'années que nous traversons la même chose. C'est pratiquement depuis plus de 30 ans que la guerre revient. On sait que c'est une guerre économique, nous avons des richesses, il y a des voisins qui envient nos richesses. Comment voyez-vous dans l'avenir? Est-ce que nous serons capables de mettre en place une armée dissuasive? Je crois qu'il y a nécessité d'un dialogue pour mettre tous les Congolais ensemble pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Ne comptons pas sur une situation miracle. Si le chef de l'État restait dans sa position actuelle, celle d'écarter les autres, dans 10 ans, nous serons au même niveau. On sera là, il y aura les Rwandais qui va revenir, parce que ça sera un autre groupe, soit le M23 qui va revenir. Vous êtes pour le pouvoir ou contre le pouvoir? Je suis indépendant. Je vois les choses comme elles sont. Là où le pouvoir a raison, je donne raison. Là où les autres ont raison, je donne raison. Tout à l'heure, j'étais favorable à une position face au dialogue. Vos arguments semblent être favorables à ceux de l'opposition ou comparables à ceux de l'opposition. Non, mais en début d'émission, je crois que vous allez suivre à nouveau. Oui. J'étais favorable à la position du chef de l'État face au pourparlers et j'ai condamné ceux qui disaient qu'il était allé tardivement. Et ça, ce n'est pas la position d'un homme qui est de l'opposition. Vous êtes objectif. Je suis objectif dans mes positions. Alors, pour cela, je ne suis pas contre X ou Y, mais je vois seulement que dans 10 ans, nous devons arriver à jeter les bases. C'est une occasion. Voyons dans les situations négatives des occasions pour construire les choses à l'avenir. Et que de ce point de vue, il faudrait voir la possibilité de poser les vrais problèmes qui retardent notre développement. Allons-nous continuer à voir, j'ai suivi tout à l'heure le précédent invité, qui faisait allusion au fait de dire qu'il fallait réindustrialiser le pays et mettre sur pied des mécanismes qui devraient booster notre économie. C'était intéressant. Et tant que toutes ces questions, je crois que le dialogue qui devrait venir, aujourd'hui, le dialogue est incontournable pour l'avenir de notre pays. On peut tout dire, mais sans ce dialogue, un dialogue qui pose toutes les questions et qui propose des véritables solutions au problème de la République démocratique du Congo en mettant en place tout le monde, pas en chassant les uns et les autres, disant l'autre, non, toi tu es rwandais, toi tu es ceci, non, mettons-nous ensemble, réorganisons notre pays et ce n'est que dans ce cas-là que ça sera une solution. Alors qu'on est en train de chuter, j'aimerais qu'on vide toute la matière vous concernant. On va parler de la gestion de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la ville par le gouverneur Daniel Bumba? Depuis son arrivée,
Constatez-vous un changement ou pas? À l'arrivée de M. Daniel Bumba, il y avait beaucoup d'espoir dans les chefs des uns et des autres, puisque beaucoup s'imaginaient qu'il s'agissait d'un monsieur qui revenait directement de l'UDPS. Et que de ce point de vue, il avait quelque chose à nous présenter. Rapidement. Il avait quelque chose à nous présenter par rapport à ceci ou cela. Ben, nous avons comme l'impression que nous avons déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Saint-Pierre qui était Ngobila, avec tout ce qui partait avec lui, nous avons dit qu'il ne faisait rien et qu'il fallait changer. Mais on voit qu'on on est en train d'habiller Saint-Paul. Mais écoutez, quand vous regardez la ville-province de Kinshasa, sous Ngobila et sous Bumba, vous aurez comme l'impression que les choses se dégradent de jour en jour. Mais il y a des travaux qui se font. Des travaux qui... Non loin de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'asphalte est déjà posé, il y a des travaux qui se font. Le long de, comment dirais-je, l'hôpital Mama Yemou, vers Wangata, il y a des travaux qui se font en allant jusqu'au niveau du stade des Martyrs. La route qui n'était pas en bon état hier est maintenant en bon état. Vous fermez les yeux face à ces actions? Non, nous voyons ce qui frappe à l'œil, parce que ce qui est fait par rapport à ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas fait est largement supérieur au minimum et laisse même rend insignifiant ce qui est en train d'être fait. Vous me citez 4 avenues. Très bien. Dont l'importance n'était pas vraiment majeure. Mais faites le tour de la ville-province de Kinshasa. Mais vous serez énervé parce qu'à tout bout de champ, si vous conduisez et que vous ne faites pas attention, vous êtes dans un trou. Et que de ce point de vue, ce n'est plus admirable. Il y a eu la pluie il y a 2 jours, il y a eu la pluie hier, mais c'est pas beau. C'est pas beau à voir. Donc ici, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on réfléchisse sur la manière dont il faudrait gérer la ville-province de Kinshasa. C'est à ce moment-là que j'apprécie certains efforts fournis par les uns et les autres qui proposent des choses. J'ai suivi M. Bitakwira qui proposait par exemple 4 gouverneurs pour la ville-province de Kinshasa. C'est pas bête. Ce sont des choses qui devraient attirer notre attention. Parce qu'il faut qu'on... M. Bumba, je ne voudrais pas... Il n'est jamais arrivé à certains coins, encelé là-bas, où c'est invivable. N'arrivera jamais à d'autres coins, même lorsqu'il quittera le pouvoir. Alors, s'il faudrait compter sur Daniel Bumba pour ceci et cela, je crois que c'est un problème. Il faudrait des réformes pour notre pays. Daniel Bumba, au-delà de son incompétence, il n'est pas le seul fautif du problème, de tout ce qui se passe. Et qu'à un moment donné, il faudrait réfléchir sur ceci et cela pour pouvoir résoudre le problème. Et que de ce point de vue, asseyons-nous et discutons sur ceci et cela, qu'il y ait des députés courageux, pas comme ceux qui sont là aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi ils servent, si c'est seulement à construire des bâtiments sur la